Bonjour, je suis Léo Lichtenvoet et vous écoutez l'émission de novembre d'Acropole, le podcast qui décrypte les grandes questions politiques européennes. L'Europe ne se fera pas d'un coup. L'Europe. Lang lebe Europa, long live Europe, vive l'Europe. Automne maussade pour l'Europe. Alors que la perspective d'une 5e vague épidémique se concrétise avec le retour de restrictions sanitaires dans certains États membres, les dirigeants européens reviennent presque bredouilles de Glasgow, où se tenait la COP26 au début du mois. Brune Soubera de Ganto et Yanis Kourad avaient abordé dans le premier épisode de notre format court paru le 1er novembre les enjeux de ce sommet et le rôle de l'Union européenne dans la lutte contre le réchauffement climatique. Mais à part la pandémie et le changement climatique, d'autres crises latentes pèsent sur les esprits européens en ce mois de novembre. En Pologne, à la frontière avec la Biélorussie, des convois de migrants s'accumulent dans des conditions dramatiques. Le régime biélorusse, avec le soutien de Moscou, veut faire pression sur l'Union européenne pour que celle-ci lève les sanctions économiques à l'encontre de Minsk. Arnaud Vercherin nous détaillera les événements et les enjeux de cette crise dans sa chronique. Toujours en Pologne, vous en avez forcément entendu parler. Le gouvernement s'est engagé dans un bras de fer avec l'Union européenne sur la question de la primauté du droit européen. La controverse vient s'ajouter à plus de 5 ans de tensions autour de l'état de droit et de l'indépendance de la justice dans le pays. Yanis Kourad décryptera pour Acropole les enjeux juridiques et politiques de cette crise. Mais le gouvernement polonais n'est pas le premier à s'en prendre à l'idée européenne. Il y a un siècle, d'autres idéologues conservateurs et nationalistes de l'entre-deux-guerres pourfendaient déjà l'européanisme. Dans le second épisode de sa chronique sur les racines de l'euroscepticisme, Baptiste Gauthet nous exposera les origines de la critique nationaliste du projet européen. Mais avant tout cela, alors que Facebook est au cœur des débats sur la régulation des contenus en ligne et que le reste des géants du numérique n'est pas épargné de critiques, Marie Bernard et moi-même vous proposons un tour d'horizon de la politique européenne du numérique, afin de comprendre pourquoi et comment l'Union européenne cherche à réguler les GAFAM. Le 8 novembre dernier, le Parlement européen accueillait la lanceuse d'alerte Frances Haugen. L'ancien employé de Facebook, à l'origine de la diffusion des Facebook Papers, accuse l'entreprise d'avoir ignoré et dissimulé certaines menaces posées par le réseau social, comme l'impact sur la santé mentale du réseau pour les jeunes, le potentiel de déstabilisation politique, la désinformation ou la propagation de contenus haineux. La lanceuse d'alerte assure ainsi que Mark Zuckerberg, le grand patron de Facebook, non seulement savait tout et n'a rien fait, mais a délibérément dissimulé ces risques, faisant ainsi passer les profits de l'entreprise avant la sécurité des utilisateurs. Sans surprise, Haugen a copieusement été applaudi par les députés européens, contrastant avec l'ambiance glaciale de la visite de Zuckerberg en 2018. Elle a également félicité l'Union européenne pour son travail de régulation des géants du numérique. Cette audition est, quelque part, le symbole d'une relation très tendue entre l'Union européenne et les GAFAM, pour Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft. Si ce conflit se joue principalement à l'échelle européenne, c'est déjà parce que le marché des services numériques abolit de facto les frontières. Il est en effet plus facile pour Google de procurer des services simultanés à Vilnius et Lisbonne qu'à un marchand de patates chypriote d'ouvrir une antenne à Copenhague. Mais surtout, la taille des GAFAM force les pays à s'unir pour les réguler. Ces 5 entreprises enregistrent à elles seules un chiffre d'affaires comparable au PIB néerlandais. Il est donc logique que les États membres s'en remettent à l'Union dans ce domaine. En fait, il n'est pas commun d'avoir d'aussi grosses entreprises en Europe. Le marché unique a en effet été conçu pour être concurrentiel et préfère la concurrence de plein de petites entreprises à l'émergence d'oligopoles, comme c'est le cas ici. Cette domination est d'autant plus problématique pour Bruxelles qu'il ne s'agit pas de géants européens, mais américains. Les Européens sont donc dépendants de services numériques étrangers, ce qui pose certains problèmes de souveraineté. Sans régulation européenne, qu'est-ce qui nous garantit que ces entreprises respectent les standards européens ? Qu'elles n'exportent pas aux États-Unis les données des Européens ? Que Washington ne les utilise pas pour faire de la concurrence déloyale aux entreprises européennes ? Ironiquement, le problème que rencontre l'Union avec les GAFAM est assez similaire à celui entre les Américains et certaines entreprises chinoises, comme Huawei ou TikTok. Que fait donc l'Union pour lutter contre le monopole et les pratiques douteuses de ces entreprises ? Bruxelles dispose de plusieurs instruments qui tentent de couvrir de nombreux domaines. En matière de concurrence, on le disait, ces entreprises ne laissent pas de place à de nouveaux acteurs.
La Commission européenne fait ainsi appliquer ces règles pour lutter contre les positions dominantes. Margrethe Vestager, la commissaire danoise en charge de la concurrence depuis 2014, est notamment connue pour avoir lancé plusieurs enquêtes et s'être montrée particulièrement intransigeante dans des conflits face à Google ou Facebook par exemple, qui ont été sanctionnés pour abus de position dominante. L'Union cherche aussi à s'assurer que les géants du numérique paient correctement leurs impôts. Apple a ainsi été condamnée en 2016 à rembourser des cadeaux fiscaux dont elle avait bénéficié de la part du gouvernement irlandais. Mais cette approche, au cas par cas, ne résout pas le problème de fond, qui est que les GAFAM s'installent dans des pays à la fiscalité avantageuse, tout en continuant de vendre leurs services dans toute l'Europe. C'est dans le but de lutter contre ces pratiques que certains pays, dont la France, avaient poussé pour la mise en place d'une taxe européenne sur les GAFAM. Cette taxe, aujourd'hui en suspens, pourrait être remplacée par une réforme globale de la fiscalité des multinationales. En matière de protection des données, Bruxelles a mis en place un texte très large, applicable depuis 2018. Le Règlement général sur la protection des données, ou RGPD, vise à réguler la collecte des données personnelles par les plateformes. Il consacre notamment plusieurs droits des utilisateurs, comme le droit à l'oubli, à l'information ou à la portabilité de leurs données personnelles. Surtout, il impose aux entreprises d'obtenir le consentement des utilisateurs pour collecter ces données via des cookies. L'Union a donc déployé de nombreux instruments pour encadrer le comportement des GAFAM et limiter leur position dominante. Toutefois, cette position oligopolistique n'a pas beaucoup évolué, et il n'existe toujours pas de champion européen en mesure de rivaliser avec les géants américains ou chinois. De plus, le témoignage de Frances Haugen, appuyé par des affaires récentes comme le scandale Cambridge Analytica, ont mis en lumière l'influence politique de ces services numériques. Depuis 2019, avec l'arrivée de la commission von der Leyen au pouvoir, on assiste en Europe à un nouvel éveil des consciences quant à la nécessité de réguler les GAFAM et leurs abus. En 2020, la Commission européenne a publié des propositions de règlement en ce sens, le Digital Markets Act, ou DMA, et le Digital Services Act, ou DSA. Deux noms de textes législatifs vagues, obscurs, je vous l'accorde. Ils ont pourtant un objectif très simple, lutter plus efficacement contre les abus de position dominante et mieux réguler les contenus en ligne. Dans le détail, le DMA veut créer un régime de régulation spécifique aux grandes entreprises du numérique. La Commission propose ainsi de considérer les plus grands fournisseurs de services, par exemple ceux ayant plus de 45 millions d'utilisateurs en Europe, comme des contrôleurs d'accès, gatekeepers en anglais. Ce statut spécifique est dû à leur taille importante, et donc à l'influence potentielle de ces entreprises sur la société européenne. Prenez l'exemple de Facebook. Le témoignage de Frances Haugen a montré que le réseau social a joué un rôle important dans l'arrivée au pouvoir de Donald Trump aux États-Unis, notamment à cause d'une politique de modération défectueuse. De plus, la proposition de la Commission vise à empêcher que les grandes sociétés n'abusent de leur pouvoir de marché. Toutes ces dispositions doivent permettre à des sociétés plus petites ou à des nouveaux acteurs de se faire une place sur le marché. L'objectif ultime étant de faire émerger des champions européens du numérique et de parachever le marché unique du numérique. Le deuxième texte législatif, le DSA, s'attelle à réguler le contenu en ligne partagé sur les plateformes de ces gatekeepers. Thierry Breton, commissaire européen au marché intérieur et chargé de ce texte législatif, veut que l'Europe reprenne la main sur les plateformes structurantes qui sont parfois devenues une zone de non-droit, pour le citer. Le fil conducteur du DSA est simple, expliquait-il il y a un mois au journal Le Monde. Ce qui est autorisé offline doit l'être online. Ce qui est interdit offline doit l'être online. Que l'on parle de contrefaçon, d'antisémitisme, de pédopornographie, de menaces de mort ou de vente de drogue, tous les contenus illégaux doivent être retirés. Le DMA et le DSA sont actuellement en négociation au Parlement européen. Problème. Il existe de grandes divergences entre les pays. Parmi les points chauds des négociations, les autorités de contrôle chargées de faire respecter ces textes, comme la CNIL française, disposent de très peu de moyens pour faire respecter la loi face aux géants du numérique. L'Irlande, qui concentre la majorité des sièges des GAFAM en Europe, a ainsi beaucoup de mal à faire respecter le RGPD. Pour finir, une fois approuvés par le Parlement, les textes devraient arriver entre les mains des ministres des États membres en 2022, lorsque la France assurera la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne. Ce sera donc à Paris de négocier un compromis.
Imaginons donc que toutes ces politiques permettent, dans les années à venir, d'ouvrir le secteur du numérique à un peu plus de concurrence. L'Europe dispose-t-elle des moyens de faire émerger des champions technologiques européens ? Un exemple d'initiative européenne dans le domaine du numérique est Gaia-X. Peut-être en avez-vous déjà entendu parler. Il s'agit d'une association fondée par 11 entreprises allemandes et 11 entreprises françaises dans le domaine du cloud, lancée en 2020. Leur but est de créer une infrastructure de données européenne pour développer des projets de cloud européens souverains. Ce projet intervient dans le contexte des révélations d'Edward Snowden et des craintes que les données des Européens puissent être volées par des acteurs non européens. Gaia-X est donc créé au milieu de l'année 2020. Mais très vite, le projet prend une autre tournure. En effet, des acteurs étrangers comme Microsoft ou Google rejoignent l'initiative. Cela crée évidemment des tensions. Les gouvernements européens sont accusés d'être trop complaisants avec les acteurs américains et ceux-ci sont accusés de parasiter le projet. Résultat, 1 an après la création de Gaia-X, aucun projet n'a encore été réalisé. Le 19 novembre dernier, Scaleway, un membre fondateur de Gaia-X, a claqué la porte. La suite est désormais incertaine pour le projet. Quoi qu'il arrive, Gaia-X, le DMA et le DSA font tous les 3 partie des priorités de la présidence française de l'Union européenne, qui débutera le 1er janvier. Stay tuned pour connaître la suite. Je vous en parlais en introduction, la Pologne est au cœur de l'actualité européenne depuis 1 mois, et ce pour 2 raisons. Yanis Kourad et Arnaud Vercherin se sont chacun penchés sur l'un de ces sujets. Tout d'abord, la question de l'état de droit. Le tribunal constitutionnel polonais, très contesté car proche du pouvoir depuis les différentes réformes judiciaires mises en place par le gouvernement, a publié en octobre un arrêt controversé. Selon lui, l'interprétation que fait la Cour de justice européenne des traités européens est contraire à la constitution polonaise. Yanis, est-ce que tu peux nous expliquer les enjeux de cette décision du tribunal, pourquoi elle fait polémique et à quelles conséquences peut-on s'attendre ? Le 7 octobre dernier, le tribunal constitutionnel polonais a rendu une décision qui a fait couler de l'encre. La plus haute juridiction polonaise a jugé que certains articles des traités européens étaient incompatibles avec la constitution polonaise. Le lendemain, le Premier ministre polonais a réaffirmé que certaines institutions de l'Union européenne prennent des décisions sur des sujets sur lesquels elles n'ont pas de compétences. Pour le contexte, ce n'est pas la première fois que ce tribunal fait parler de lui. Les réformes engagées depuis 2015 par le gouvernement ultra-conservateur ont fortement réduit son indépendance, en écartant certains juges pour les remplacer par d'autres proches du pouvoir. Ainsi, ce nouveau bras de fer entre l'Union européenne et la Pologne est une goutte de plus dans un verre à problème déjà bien rempli. Tant les tensions présentes entre Varsovie et Bruxelles ne datent pas d'hier. Le pays est en effet visé par plusieurs procédures de sanctions pour non-respect de l'état de droit et de l'indépendance de la justice. Pour en revenir à la décision du tribunal, si elle est discutée et contestée, c'est bien parce qu'elle vient remettre en cause l'un des principes cardinaux de la construction européenne, celui de la primauté du droit européen sur le droit des États membres. En clair, les États européens doivent respecter le droit européen pour que celui-ci puisse s'appliquer uniformément à travers l'Union. Ce n'est pas la première fois qu'un tribunal national conteste un élément du droit européen. La Cour constitutionnelle allemande et le Conseil d'État français, pour ne citer que. Mais ces cas-là concernaient des directives ou règlements précis et limités, là où le cas polonais s'attaque aux traités qui sont au fondement de l'ordre juridique européen. Au-delà du symbole, c'est donc par extension le droit européen dans son ensemble que le tribunal polonais conteste. Cette nouvelle crise vient d'ailleurs remettre au goût du jour le terme de Polexit, c'est-à-dire la sortie de la Pologne de l'Union, par analogie du terme Brexit. Le quotidien britannique The Guardian caractérise cet événement majeur comme un grand pas vers le Polexit juridique. Pour autant, les experts européens s'accordent pour dire que celui-ci n'est pas encore près d'arriver. Et ce, pour diverses raisons. Tout d'abord, parce que si la Pologne cherchait véritablement à sortir de l'Union européenne, elle se devrait de notifier le Conseil européen de sa décision, en déclenchant le mécanisme de retrait volontaire de l'Union européenne prévu à l'article 50 du traité sur l'UE. Cela vient d'ailleurs mettre en exergue une lacune du droit européen, à savoir celle de ne pas prévoir dans ces traités une procédure d'expulsion d'un État membre en cas de manquement grave à ses obligations. Pour autant, et contrairement au Royaume-Uni en 2016, le gouvernement polonais ne cherche pas à sortir de l'UE,
mais bien à la transformer de l'intérieur. Et c'est là tout le problème. Le 14 octobre, The Economist estime que la Pologne pose un problème à l'Union européenne, justement parce qu'elle ne veut pas partir. Pour des considérations économiques notamment, 80% des exportations du pays sont destinées aux autres États de l'Union, et les fonds européens représentent plus de 3% du PIB polonais. Par ailleurs, les études d'opinion s'accordent à dire que les Polonais ne soutiendraient pas une sortie de l'Union. Cette position très pro-européenne des Polonais a des racines historiques. L'adhésion à l'Union a été perçue par eux comme une forme d'aboutissement du sentiment européen auquel ils se rattachaient déjà auparavant et comme un moyen de s'extirper de l'influence russe. Preuve de ce sentiment europhile, des manifestations ont eu lieu à travers le pays suite à la publication de la décision du tribunal constitutionnel. Mais alors, s'ils ne veulent pas sortir, qu'on ne peut pas les exclure, de quels moyens dispose l'Union ? En pleine crise sanitaire, c'est bien la crainte du bâton budgétaire qui pourrait tempérer les provocations de Varsovie. En effet, l'Union européenne pourrait par exemple suspendre envers la Pologne certains fonds européens, comme les fonds de politique régionale par exemple, si la Commission venait à estimer que la Pologne viole l'état de droit et les principes démocratiques européens. Logique, si la justice polonaise n'est pas indépendante, l'Europe n'a pas de garantie que ces fonds européens seront bien gérés. Plus encore, l'Union européenne pourrait simplement refuser le versement des fonds du plan de relance européen. Le Parlement européen met d'ailleurs la pression à la Commission européenne pour qu'elle suspende les 56 milliards d'euros attribués à la Pologne. Alors que plusieurs pays comme la France ont déjà reçu cet argent, c'est peut-être justement ce chèque encore en suspens qui contribuera à apaiser le conflit entre Varsovie et Bruxelles. Finalement, la citation de Guillaume Klossa, président du think tank européen Europa Nova, résumerait assez bien la position polonaise à l'égard de l'Union européenne depuis 2015. Critiquer l'Union européenne, toujours, en sortir, jamais. Le Polexit attendra donc. Merci Yanis. La Pologne ne sortira donc pas de l'Union. En revanche, il y a des gens qui veulent rentrer en Pologne. Plusieurs milliers de migrants se pressent à la frontière du pays, poussés par l'armée biélorusse. Arnaud Vercherin s'est penché sur la situation humanitaire qui se détériore de jour en jour. Arnaud, qui sont ces migrants et quels sont les pays responsables de cette crise ? Mais que se passe-t-il à la frontière entre la Biélorussie et la Pologne ? Voilà maintenant plusieurs semaines qu'on en entend parler. La zone frontalière entre la Pologne et la Biélorussie est devenue le théâtre d'un drame humain. Plusieurs milliers de migrants tentent de franchir la frontière polonaise dans l'espoir de trouver l'asile en Europe. Ces migrants, ce ne sont pas des ressortissants biélorusses fuyant la répression de leur président Loukachenko. Ils sont kurdes, irakiens, syriens et parfois même libanais. Mais comment se sont-ils soudainement retrouvés par milliers aux portes de l'Europe centrale ? À y regarder de plus près, le phénomène n'est pas nouveau. Tout a commencé l'été dernier. Des agences de voyage basées à Minsk ont débuté des campagnes publicitaires discrètes et officieuses en Irak, en Syrie. Ces agences promettaient un visa, un vol pour la Biélorussie, une nuit en hôtel et les portes de l'Union européenne en échange de quelques $2000. Les réfugiés fuyant la misère et les guerres de leur pays pouvaient désormais espérer rejoindre l'Europe sans passer par la Méditerranée ou les barrages turcs. Arrivés en Biélorussie, la discrétion est abandonnée. C'est parfois des véhicules de l'armée qui acheminent eux-mêmes ces migrants à la frontière avec la Pologne. Mais les portes de l'Europe promises par les agences de voyage s'avèrent être fermées. C'est ici que le cauchemar commence pour ces hommes, ces femmes, ces enfants persuadés d'accéder à l'asile. La Pologne leur refuse en effet l'accès, les refoulant à l'armée biélorusse qui elle-même les menace s'ils ne forcent pas la frontière polonaise. Ce sont donc 4000 individus selon Varsovie et plus de 10 000 selon Minsk qui se retrouvent laissés à eux-mêmes dans des tentes et des campements de fortune sans accès à une alimentation saine, à une eau potable et aux soins de première nécessité. Il n'y a en effet aucune garantie ou preuve de l'engagement des autorités des deux pays dans l'acheminement de vivres et de soins dans la forêt. La zone frontalière de 400 km se caractérise par une dense forêt où les températures chutent à la négative dans la saison actuelle. La Pologne y a érigé une barrière de barbelés et envisage de construire un mur. Le gouvernement, qui a déclaré l'état d'urgence, a déployé quelques 15 000 militaires pour la surveiller et chasser les migrants. La zone est désormais interdite aux touristes, aux journalistes et aux membres d'ONG. Seuls les Polonais résidant aux abords de la frontière sont autorisés à apporter leur aide. Dans un article publié le 18 novembre dans le journal Le Monde, un des migrants parle d'une situation sans issue. D'un côté, les Biélorusses qui bénéficient du soutien de Moscou les forcent à avancer vers la frontière polonaise en les menaçant. De l'autre, les Polonais leur refusent tout accès aux procédures de demande d'asile.
Si l'armée biélorusse fait usage de la force, les militaires polonais ont également utilisé des gaz lacrymogènes, des jets d'eau et des tirs de sommation pour repousser les migrants. La situation est donc unanimement décrite comme dramatique. Depuis cet été, déjà plusieurs dizaines de migrants auraient perdu la vie dans cette forêt, et ce chiffre pourrait bien s'aggraver dans les semaines à venir. Mais quelles sont les raisons qui poussent le régime de Loukachenko à agir ainsi ? Souvenez-vous, en août 2020, des élections trafiquées ont permis à Alexander Loukachenko, dictateur depuis 1994, de se maintenir au pouvoir. Devant la violente répression par Loukachenko et des manifestations réclamant son départ, l'UE a décidé de sanctions économiques à l'encontre de son régime. Si ces sanctions n'handicapent pas directement le quotidien de la population biélorusse, elles restent désagréables pour certains secteurs clés de Minsk. Loukachenko entend se venger et cherche donc à déstabiliser l'Europe en tapant là où ça fait mal, la question migratoire. En 2015, le dirigeant turc Erdogan avait usé de la même stratégie de chantage. Instrumentalisant les plusieurs millions de réfugiés syriens présents sur son territoire, il menaçait d'ouvrir sa frontière avec l'UE si celle-ci ne marchait pas dans son sens. La pression migratoire avait fait enfler les divisions et tensions entre les États membres, alors que la Grèce et l'Italie réclamaient plus de solidarité de la part de Bruxelles. Mais cette fois-ci, la Pologne, qui est en première ligne, ne réclame pas de solidarité européenne dans la répartition des migrants. Elle refuse presque systématiquement de traiter les demandes d'asile, contrairement à ce qu'exige le droit international. Elle ne réclame pas plus d'aide logistique ou de main forte, assurant que son armée contrôle la situation. Ce qu'attend la Pologne de Bruxelles, c'est que l'Europe pèse de tout son poids pour que s'arrête l'afflux des migrants orchestrés par la Biélorussie. À ce titre, des avancées ont déjà été faites. L'Union européenne a déjà obtenu de plusieurs États du Moyen-Orient l'arrêt des vols à destination de Minsk et annoncé de sévères sanctions à toute compagnie aérienne complice de cette traite humaine. Une 5e vague de sanctions européennes contre Minsk a également été décidée lors du dernier Conseil européen. L'Allemagne, elle, a enfin commencé à dialoguer avec la Russie pour convaincre Poutine de retirer son soutien à Loukachenko. L'issue de ce conflit diplomatique sera très intéressante à étudier. Elle sera révélatrice des marges de manœuvre que le Kremlin laisse à la Biélorussie. Elle sera aussi révélatrice de la puissance diplomatique de l'Union européenne et de sa capacité à s'unir pour défendre la souveraineté d'un de ses États membres. Enfin, la capacité de l'Union à faire face de manière humaine et respectueuse du droit international aux pressions migratoires est scrutée de près. Vous vous en souvenez ? Dans notre dernière émission, Baptiste Gauthier avait entamé une série de chroniques sur les racines idéologiques de la critique européenne. Après une chronique passionnante sur la critique marxiste du projet européen, il nous propose aujourd'hui un aperçu des idées nationalistes et conservatrices qui, dès l'entre-deux-guerres, pourfendaient déjà la construction européenne. Aujourd'hui, nous continuons notre voyage à travers l'histoire des critiques anti-européennes grâce à l'ouvrage, je le rappelle, de Bernard Brunto, intitulé « Combattre l'Europe de Lénine à Marine Le Pen », afin de traiter de la critique nationaliste. Pour ce faire, il faut revenir sur le contexte de l'entre-deux-guerres, c'est là où tout commence. La Première Guerre mondiale est en effet vécue par les Européens comme un véritable cataclysme. La violence des combats, le nombre de victimes, la marque laissée par le conflit sur les corps, sur les paysages, favorisent un double mouvement. D'un côté, il y a celui du plus jamais ça, les pacifistes et les internationalistes qui souhaitent à tout prix éviter de futurs conflits internationaux et donc imaginent toutes sortes de projets européens ou supranationaux afin de garantir la paix. Ça s'incarne évidemment par la création de la Société des Nations. De l'autre côté, on a le mouvement d'une quête d'identité dans un contexte d'arrivée à maturité des sociétés de masse. Et là, on a une sortie plus pessimiste de la guerre avec une vision qui touche souvent des populations déstabilisées à la fois par les conséquences directes de la guerre, mais aussi par les changements socio-économiques qui ont débuté, disons, au milieu ou à la fin du XIXe siècle et que la guerre a accéléré et renforcé. Comprendre ce contexte, c'est absolument fondamental afin de saisir pourquoi, à un moment où les populations ont, disons, des dispositions à la croyance relativement importantes, eh bien, elles vont trouver dans les concepts de nation et de race des emblèmes de ralliement très puissants pour faire face aux grands bouleversements de l'époque. Ainsi se façonnent de nouvelles idéologies politiques, les fameuses religions séculières, qui vont toutes prendre une forme bien distincte en fonction des spécificités nationales.
En France, c'est la peur de l'Allemagne qui suscite chez beaucoup le besoin de la maintenir dans un état de faiblesse, conjugué au sentiment d'un déclin français. Et bien tout cela constitue un environnement, disons, défavorable à la promotion d'idées européennes. En Allemagne, c'est plutôt l'humiliation de Versailles et le sentiment selon lequel l'occidentalisation serait responsable de la défaite qui rend bonnement impossible la promotion de projets supranationaux, risquant, selon les Allemands, d'affaiblir davantage leur nation. En Italie, enfin, Mussolini, le Duce, active le thème de ce qu'on appelle de la victoire mutilée de 1918 et se fait le représentant de tous les perdants de cette nouvelle donne géopolitique. Ainsi, malgré l'influence de certains courants pacifistes et pro-européens, le contexte ne leur permet pas de se développer convenablement et de remporter l'assentiment de la majorité des masses. Une partie non négligeable de ces masses vont en revanche être gagnées aux idées nationalistes, national-socialistes et fascistes qui, chacune à leur manière, proposent une autre vision de l'Europe qui est couplée à une critique très virulente des démocraties libérales, de la modernité, de l'héritage des Lumières et de 1789. En France, Maurice Barrès, qui est le grand théoricien du nationalisme intégral, prétend défendre la race et la nation contre les influences étrangères et affirme ainsi, là je vais le citer, « Le nationalisme est la loi des peuples modernes ». Le journaliste et historien Jacques Bainville regrettait, lui, en 1920, je le cite, « une paix trop douce pour ce qu'elle a de dur et trop dure pour ce qu'elle a de doux ». Il critique ce qu'il appelle la paix idéologique, qui est portée selon lui par les défenseur du pacifisme, et il oppose ce qu'il appelle la paix pragmatique, qui serait selon lui encore une fois basée sur l'équilibre entre les grandes puissances, s'inspirant là du modèle du concert européen au XIXe siècle. Chez ces auteurs nationalistes, l'idée sous-jacente est que le projet européen et le pacifisme, qu'ils tentent d'ailleurs souvent à confondre, ne pourrait profiter qu'à l'Allemagne, laissant la France dans une situation de danger. En Allemagne, Oswald Spengler fustige la vieillesse spirituelle de l'Europe occidentale, dont serait responsable l'impérialisme culturel et uniformateur, la démocratie, le rationalisme et l'humanisme. Il voit dans l'idée européenne une lubie bourgeoise, utopiste, une forme de construction d'esprit à laquelle il oppose les identités réelles et historiques que seraient la nation, la géographie, la culture, voire même la race. Et là, bien sûr, le Parti national-socialiste reprend ces idées en mettant vraiment la race au cœur de son discours, fustigeant l'esprit démocratique qui, par sa volonté de considérer tous les hommes comme étant égaux en droit et en dignité, renierait le caractère fondamentalement inégal des peuples entre eux. Ils s'en prennent ainsi à la dimension multiraciale et multiculturelle qu'implique le projet européen, à laquelle ils opposent une Europe raciale dont l'objectif final serait en effet l'hégémonie des races dites supérieures. L'influence de Spengler, elle est aussi très forte en Italie sur Mussolini qui va encourager à travers sa propagande à diffuser l'image d'un peuple jeune et vivace qui s'élèverait courageusement contre la décadence moderne et occidentale. Il est d'ailleurs tout à fait fascinant de noter que ces trois formes de nationalisme se retrouvent dans un rejet commun de l'universalisme hérité des Lumières. Et là, c'est l'historien Ziv Sternel qui nous éclaire dans un ouvrage célèbre sur ce qu'il nomme les anti-Lumières, et il montre comment, en parallèle de la formation des idées libérales, humanistes, démocratiques, s'est construit une contre-idéologie pour combattre ces valeurs. L'individualisme des Lumières, qui visait les libérations de l'individu de tous les déterminismes de l'histoire, de la tradition, de la religion, a très rapidement rencontré ce que Sternel nomme une contre-modernité, qui serait fondée sur, et là je le cite encore, le culte de tout ce qui distingue et sépare les hommes, c'est-à-dire l'histoire, la culture et la langue. Ce nationalisme donc s'érige comme un pourfendeur de l'idée même de raison, selon laquelle l'individu serait capable de choisir pour lui-même et donc de façonner sa propre existence. Pour les anti-Lumières, la décadence moderne trouve son explication dans cet éclatement individualiste et atomiste, destructeur de toutes les anciennes structures sociales. Nous pouvons donc conclure cette chronique en remarquant à quel point la critique européenne nationaliste de l'entre-deux-guerres recoupe en réalité une critique plus large de la modernité et de toutes les valeurs qu'elle porte. Nous arrivons à la fin de cette émission, merci à tous de nous avoir suivis. Merci à Marie, Yanis, Arnaud et Baptiste pour leur chronique,
et au reste de l'équipe pour leur aide à la préparation de ce podcast. Suivez-nous sur nos réseaux sociaux et notre site web acropole-podcast.eu pour ne pas rater nos prochains épisodes. On se retrouve dans une semaine pour un nouveau format court et dans un mois pour une nouvelle émission. À bientôt!